Au début, c'était un vrai désastre. Mais une fois les échantillons nettoyés, nous avons obtenu un ADN d'une grande pureté, ce qui nous a permis d'en apprendre davantage sur lui et notamment sur ses origines. Il est possible que les anciens astronautes aient enseigné aux Égyptiens que la momification était un moyen de préserver leur information génétique dans l'ADN. Le masque d'or du roi Toutankhamon a fasciné le monde entier. Mais son véritable trésor n'était pas l'or. Il était caché dans son sang. Après plus de 3 ans, des scientifiques ont décodé son ADN et révélé une vérité stupéfiante qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur Toutankhamon et sa dynastie. Le tombeau de Toutankhamon, la découverte qui a bouleversé le monde. Ses lèvres, son nez, tout est très détaillé. Ce sarcophage est une découverte extraordinaire et unique en son genre. Toutankhamon n'était pas censé être la figure emblématique de l'Égypte antique. Son règne fut bref, ses monuments modestes et sa mémoire presque oubliée. Mais lorsque son tombeau fut mis au jour à l'automne 1922, le jeune roi stupéfia le monde. L'archéologue britannique Howard Carter avait passé des années à fouiller la vallée des rois grâce à un prêt de son mécène, Lord Carnarvon, et le temps lui était compté. C'était la dernière campagne de fouilles avant l'arrêt des financements. Howard Carter et Lord Carnarvon pensaient tous deux qu'en réalité, ils n'avaient pas trouvé le tombeau de Toutankhamon. Le 4 novembre, l'outil d'un ouvrier égyptien gratta le haut d'une marche sculptée. Carter la dégagea, puis une autre, et encore une autre, 16 au total, descendant jusqu'à une porte scellée portant le sceau de la nécropole, représentant un chacal sur 9 captifs. Carter souleva la découverte, envoya un télégramme à Carnarvon disant « Enfin une merveilleuse découverte » et attendit. 3 semaines plus tard, Carnarvon et sa fille, Lady Evelyn Herbert, arrivèrent à Luxor. Durant les 3 jours suivants, l'équipe dégagea l'ensemble de l'escalier et la porte scellée derrière. Le 26 novembre, Carter pratiqua une minuscule brèche, leva une bougie vers l'ouverture et regarda à l'intérieur. Lorsque Carnarvon lui demanda s'il voyait quelque chose, Carter prononça les mots qui résonnent encore un siècle plus tard. « Oui, des merveilles !» Ils avaient découvert KV-62, un tombeau royal étonnamment petit, ne comportant que 4 chambres, un court couloir, une antichambre, une annexe, une chambre funéraire et une pièce latérale appelée trésor. Contrairement à la plupart des tombeaux royaux, les murs étaient principalement en roche nue, la décoration se limitant à la chambre funéraire. On aperçut de son état d'esprit, de son excitation. Pendant des années, il avait rêvé de ce moment. Ce pourrait être l'apogée de sa carrière, mais l'absence de peinture était compensée par l'ampleur du lieu. Les pièces regorgeaient de trésors. 5398 objets catalogués, allant de simples chemises de lin à d'imposants reliquaires en or plus haut qu'un homme. Les fouilles s'étendirent sur 10 ans. Rien ne fut touché avant que Harry Burton, le photographe du Metropolitan Museum, ne l'immortalise sur des plaques de verre. Il prit environ 400 photographies, transformant chacune le chaos du tombeau en un témoignage permanent. La première chambre dans laquelle Carter pénétra fut impressionnante. L'antichambre était si encombrée que des meubles s'appuyaient contre des lits rituels en forme d'animaux. 4 chars démontés étaient empilés dans un coin, et des cannes, des arcs et des coffrets recouvraient de presque chaque centimètre carré du sol. À l'extrémité nord se dressaient 2 statues noires du roi, presque grandeur nature, coiffées d'une parure dorée et vêtues d'un kilt gardant une cloison scellée. À la lueur des bougies, leurs incrustations d'or scintillaient sur le bois sombre. Derrière ce mur se trouvait la chambre funéraire. À l'intérieur, 4 reliquaires dorés s'emboîtaient si étroitement qu'il ne restait que de minuscules espaces, environ 66 cm aux extrémités et 36 cm sur les côtés. Au centre reposait un sarcophage en quartzite surmonté d'un couvercle en granit. Il contenait 3 cercueils emboîtés, le dernier étant en or massif. Ce cercueil intérieur pesait environ 110 kilos. Une occasion unique de voir cela. La dernière fois que ces trésors étaient réunis, c'était à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon. Au-dessus de tout reposait la relique la plus célèbre de l'Égypte antique, le masque d'or de Toutankhamon. Il pesait 10,2 kilos et était incrusté de lapis-lazuli et de verre coloré.
Son visage serein et juvénile, sa coiffe rayée et ses deux emblèmes, le cobra et le vautour, en firent du jour au lendemain l'icône de l'Égypte. Il est incrusté de milliers de fragments de verre colorés et de pierres semi-précieuses. Mais ces trésors ne représentaient pas seulement une question de richesse. Ils ont préservé l'atmosphère des funérailles. Des guirlandes de bleuets, de pétales de lotus et de feuilles d'olivier, certaines de près de 2 mètres de long, gisaient encore là où les personnes en deuil les avaient déposées. Une petite couronne avait été posée sur les emblèmes du cobra et du vautour du sarcophage, bien que les fleurs n'aient bruni avec le temps. Les photos de Burton les ont figées dans le temps. Des signes de trouble sont cependant apparus très tôt. La première porte présentait des trous de voleurs, d'anciennes effractions qui avaient été rebouchées avec du plâtre. Le couloir d'entrée était rempli de fragments de calcaire, certains portant des objets emportés par les pilleurs. En 1907, Carter avait déjà découvert KV-54, une fosse remplie de restes de l'embaumement et du festin funéraire de Toutankhamon. Preuve qu'après le passage des voleurs, les autorités avaient réparé le tombeau et déplacé les débris ailleurs. À l'intérieur de KV-62, tout était fragile et empilé de façon anarchique. Un faux mouvement et c'était la ruine des pieds de chaises dorées ou l'écrasement des paniers de fruits. C'est pourquoi la caméra de Burton est arrivée en premier. Les mains expertes de Carter ensuite. Pendant que l'équipe de Carter travaillait, le monde extérieur s'agitait. Carnahan vendit l'exclusivité de son reportage au Times de Londres, empêchant ainsi les autres journalistes de recueillir des bribes d'informations et des rumeurs. Lorsque Carnarvon mourut au Caire le 5 avril 1923, des suites d'une piqûre de moustique infecté contractée en se rasant, les journaux du monde entier crièrent à la malédiction d'un pharaon. Aucune inscription de malédiction n'était gravée sur la porte, mais le mythe se répandit plus vite que toute explication rationnelle d'infection et de bactéries. À l'intérieur, Carter et son équipe transformèrent l'archéologie en une opération de précision. Grâce à des guirlandes électriques installées dans le tombeau, ils dessinèrent, répertorièrent et photographièrent chaque objet sur place. Puis après la numérotation, et encore après le retrait. Pour eux, c'était à la fois une mission de sauvetage et un projet documentaire. Quel travail incroyable cela a représenté de sortir tout ça. L'agencement du tombeau a soulevé des questions. La tombe KV-62 était peu profonde et compacte, plus proche de celle d'un noble que d'un grand pharaon. Seule la chambre funéraire était ornée de peintures. Les reliquaires étaient entassés dans un espace à peine assez grand pour les contenir. Le couloir portait des traces de pillages anciens. Certains objets semblaient avoir été réutilisés dans l'urgence. Tout cela suggérait des funérailles précipitées plutôt qu'une sépulture royale soigneusement préparée. Pourtant, ces chambres exiguës offraient au public moderne un témoignage unique. La disposition d'une sépulture royale, telle que les personnes en deuil l'avaient imaginée. Contrairement au tombeau de Toutankhamon, celui-ci est, à tous égards, plus grandiose. Il est plus grand. Les chars portaient des traces d'usure. Les chaises avaient encore leurs coussins. Des sandales étaient prêtes à être portées. Des caisses de viande et de fruits, étiquetées, étaient rangées dans des bocaux. Il ne s'agissait pas d'accessoires. Il s'agissait des effets personnels d'un jeune roi figé dans le temps. Au lieu d'artefacts épars pillés des siècles auparavant, le monde a pu voir la sépulture d'un pharaon presque intact, humaine et réelle. Pourtant, des questions difficiles se posaient. Pourquoi un roi serait-il inhumé dans un tel endroit? Un tombeau si petit? Pourquoi une décoration si sobre? Et surtout, pourquoi un roi à peine sorti de l'adolescence avait-il besoin de funérailles? Ces mystères détournèrent là l'attention du trésor pour la porter sur le garçon lui-même, et finalement sur son ADN, où reposait en silence l'héritage génétique qui avait façonné son destin. La vérité sur la mort du roi Toutankhamon. Le masque d'or du roi Toutankhamon avait déjà fasciné le monde, mais le corps qu'il recouvrait soulevait des questions qui allaient résonner pendant des décennies. Un Égyptien aurait dû être momifié de la sorte, et a fortiori un pharaon égyptien. Très tôt, des rumeurs circulèrent selon lesquelles l'arrière de son crâne semblait endommagé. Et presque aussitôt, on commença à murmurer qu'il s'agissait d'un meurtre. C'était une histoire sensationnelle.
Un jeune pharaon victime d'une trahison. Mais la vérité était bien moins rocambolesque et beaucoup plus complexe. Lorsque l'équipe de Howard Carter atteignit la momie en 1925, elle se heurta à un problème de taille. Les anciens embaumeurs avaient versé de la résine sur le corps, et au fil des siècles, celle-ci avait durci comme de la colle. Le cadavre avait fusionné avec le sarcophage et avec le fameux masque. L'équipe de Carter ne disposait d'aucun équipement moderne, ni de scanners, ni de moyens de séparer les morceaux en toute sécurité. Ils ont donc eu recours à la chaleur et à des outils d'arc tranchants, tentant de dégager les restes par la force. Ce faisant, ils ont fracturé des os, démembré le corps et l'ont laissé gravement endommagé. Plus tard, des chercheurs découvrirent de petits fragments d'os à l'intérieur du crâne, mais ils ne provenaient pas d'un coup violent. Ils étaient dus à l'accumulation de résine dans la tête et à une manipulation brutale durant les années 1920. Cette histoire ne s'arrêta pas là. Certains pensent que cela est dû à un coup à la tête. D'autres pensent qu'il s'agit d'un accident survenu lors de l'application du baume, et même ultérieurement. En 2005, l'arrivée d'un scanner mobile à Luxor a transformé l'enquête. Pour la première fois, les médecins ont pu examiner Toutankhamun de la tête aux pieds sans le toucher. Ils ont réalisé plus d'1 millier de clichés numériques de son squelette. Les images étaient d'une netteté exceptionnelle. Aucune fracture du crâne ne correspondait à une blessure mortelle. Les fragments retrouvés dans la tête correspondaient exactement à la description des notes de Carter, de la résine et des traces de fouilles. Mais le fémur gauche racontait une autre histoire. Le professeur Ashraf Salem, radiologue, s'apprête à réaliser la toute première autopsie virtuelle du roi Tunang. Juste au-dessus du genou, le fémur présentait une fracture grave. Plus révélateur encore, de la résinine anesthésiante s'était infiltrée dans la fracture. Ce détail indique que la plaie était ouverte lors de la préparation du corps. En l'absence d'antibiotiques, une telle blessure aurait pu entraîner une infection rapide ou la formation de caillots sanguins. Soudain, la cause du décès n'était plus un meurtre secret, mais une crise médicale. Une jambe brisée qui aurait pu emporter rapidement un pharaon de 19 ans. Alors, comment est née la légende de l'accident de char? Pendant des décennies, l'histoire semblait parfaite. Un jeune roi menant une vie trépidante, parcourant le désert en char. Puis, un accident et tout s'est arrêté. En 2013, une enquête télévisée a même organisé des simulations d'accidents. Les enquêteurs affirmaient qu'un impact à grande vitesse pouvait expliquer ces blessures. Le reportage a fait les gros titres, mais les examens n'ont jamais confirmé cette version. On peut voir que la momie est en très mauvais état. Son corps est entièrement découpé en morceaux. Des analyses ultérieures ont montré que les dégâts attendus suite à un tel accident n'étaient pas présents. De plus, les résultats du scanner ont révélé que Toutankhamun avait probablement du mal à marcher. Il lui aurait été quasiment impossible de piloter des chars à grande vitesse. La thèse de l'accident spectaculaire s'estompa, laissant place à une réalité plus sombre. Le tableau s'est précisé lorsque les médecins ont examiné son pied. Les scanners ont révélé des signes de nécrose vasculaire, une affection où l'os, privé de vascularisation, meurt lentement. Chez les jeunes, elle touche souvent l'avant-pied, une affection parfois appelée maladie oculaire. Elle provoque des douleurs, déforme la démarche et transforme chaque pas en un véritable supplice. Soudain, la présence de plus de 130 cannes dans le tombeau a pris tout son sens. Certes, les rois appréciaient les bâtons cérémoniels, mais jamais une sépulture royale n'en avait compté autant. Leur nombre impressionnant, cannes simples, bâtons sculptés et bâtons décorés, suggère un jeune homme qui s'en servait au quotidien, et pas seulement lors des rituels. Même les érudits qui débattent du symbolisme admettent qu'il semble en avoir besoin. Imaginez un peu, un jeune roi comblé de luxe, incapable de marcher confortablement, s'appuyant sur des bâtons pour garder l'équilibre. Chaque pas devait être une véritable torture. Il a probablement déplacé son poids vers l'extérieur, ce qui a entraîné une démarche maladroite, et les scanners le confirment. Ajoutez à cela une fracture soudaine et violente de la jambe peu avant son décès, et le tableau s'assombrit. Son corps était déjà fragilisé, déjà aux prises avec la douleur, lorsque la fracture a été fatale.
Nul besoin d'un accident spectaculaire pour l'expliquer. Un autre facteur a contribué à cette tragédie, la maladie. En 2010, des chercheurs ont effectué des tests ADN sur des échantillons de tissus de plusieurs momies royales, à la recherche de traces de parasites. Toutankhamon a été testé positif au paludisme, la souche la plus mortelle, Plasmodium falciparum. Ce parasite attaque le sang, détruit les globules rouges et peut provoquer faiblesse et fièvre. Chez une personne déjà atteinte d'une maladie osseuse et d'une grave blessure à la jambe, le paludisme aurait été dévastateur. Il aurait pu déclencher un choc septique ou l'affaiblir considérablement pour lutter contre l'infection. En résumé, un pied fragile, une fracture du fémur et le paludisme circulant dans ses veines. À une époque où les médicaments modernes n'existent pas, le constat est que tout est cruellement évident. Pourtant, une question demeure. Pourquoi tant de problèmes ont-ils frappé cet adolescent? Pourquoi son squelette présentait-il des anomalies qui se cumulent rarement chez un seul individu? Pour comprendre pourquoi son corps portait un tel fardeau, il faut se pencher sur la lignée familiale et les risques génétiques qui y étaient associés. C'était en résolu le mystère. Il n'a pas été assassiné d'un coup sur le chapeau. Comment l'Égypte a tenté de dissimuler la famille de Toutankhamon? Quand on évoque le tournant le plus étrange de l'Égypte antique, on pense généralement à la période d'Amarna. C'est à cette époque qu'un pharaon nommé Amenhotep IV décida que l'ancien système était défaillant. Il ne se contenta pas de modifier quelques règles, il le bouleversa entièrement. Il changea même son propre nom en Akhenaton, qui signifie « efficace pour le », et plaça un dieu, le disque solaire flamboyant, au sommet de la hiérarchie religieuse égyptienne. Pendant des siècles, l'Égypte a vénéré des dizaines de dieux, Amun étant la figure dominante. Soudain, tout fut balayé au profit d'un cercle brillant dans le ciel. Et Akhenaton ne s'arrêta pas là. Il démantela la cour royale et fit bâtir une ville nouvelle, ex nihilo, en plein désert. Imaginez l'ampleur de cette entreprise. Arracher le cœur du pouvoir aux mains des voleurs, l'ancien centre névralgique, et le transplanter dans le sable. Il grava d'immenses bornes dans les falaises environnantes, délimitant ainsi la cité à la vue de tous. Dans des textes datant de la 5e année de son règne, il déclara « C'est ici ». Le nom de la ville, Akatatan, signifiait « horizon de l'Athénin ». Aujourd'hui, nous appelons ce site Tel El Amara. C'était bien plus qu'un bouleversement architectural. Ce fut un véritable séisme culturel. Les temples qui avaient nourri prêtres, ouvriers et villages entiers pendant des générations perdirent soudainement leurs revenus et leur influence. L'ancien système religieux, garant de la stabilité de la société depuis des siècles, fut anéanti. À sa place, un seul Dieu et un seul roi, exigeant tous deux une loyauté absolue. Mais aussi dramatique que fut cet événement, l'histoire ne s'arrêta pas là avec Akhenaton. Après sa mort, l'Égypte connut un net retournement de situation. Son successeur n'était qu'un enfant, Toutankhamon. Son nom même le désignait comme l'incarnation même du chiffre 10. Mais au début de son règne, il le changea en Toutankhamon, l'incarnation même de la lune. Sa jeune reine fit de même, passant d'Anesenpoten à Anessanun. Ce fut d'un revirement spectaculaire, une annonce retentissante du retour des anciens dieux. Le pouvoir se déplaça vers le nord, à Memphis, en Basse-Égypte, où la vie politique pouvait se développer au plus près des routes commerciales et du trafic du delta. Alors que les voleurs redevenaient le centre spirituel, ce retour à la tradition est gravé dans une inscription massive connue sous le nom de Stala de Restauration, datée de la 4e année du règne de Toutankhamon. Voici un bref historique de cette stèle, qui la rend très importante pour les chercheurs. Il s'agit de la stèle de restauration de Toutankhamon. Elle date de la 1re année de son règne. Le texte, empreint de force, brosse un tableau sombre de l'Égypte sous Akhenaton. Il affirme que les temples étaient en ruine, les sanctuaires abandonnés et que les dieux avaient tourné le dos. La Stala promet de reconstruire les sanctuaires, de réembaucher les prêtres, de relancer les fêtes et de rétablir les offrandes.
On dirait de la propagande, mais une propagande engagée. Un jeune roi qui déclare « Nous réparons ce désastre, nous rendons à l'Égypte toute sa grandeur ». Ce message fut si puissant que des souverains ultérieurs le reprirent. Pourtant, sous le vernis de la Restauration, le trône de Toutankhamon vacillait. Au plus profond de son tombeau, dans la salle du trésor, l'équipe de Howard Carter fit une découverte bouleversante. 2 minuscules cercueils contenant les restes momifiés de bébés-filles. Ces 2 momies de bébés ont été inhumées avec leur père dans le tombeau de Toutankhamon. Ils furent placés ensemble dans un coffret en bois. L'un couché la tête à une extrémité, l'autre la tête à l'extrémité opposée. Leurs bandelettes portaient encore les sceaux de la nécropole royale. À proximité se trouvait un autre cercueil contenant une mèche de cheveux de la reine Tia. Elle était la grand-mère influente de Toutankhamon et l'épouse royale d'Amon-Hotep II. Des examens médicaux ultérieurs révélèrent qu'un fœtus avait atteint environ 25 semaines de gestation, tandis que l'autre était presque à terme, aux alentours de 37 semaines. La signification était claire et tragique. Toutankhamon et Ankhesenamun avaient perdu 2 filles avant leur naissance. Il n'y avait pas d'enfants survivants, pas d'héritiers. Dans une culture qui valorisait la succession directe de père en fils, c'était un problème grave. Ce problème devint encore plus criant après la mort de Toutankhamon. Sa veuve se retrouva prise dans une dangereuse tempête politique. C'est alors que fut écrite l'une des lettres les plus étranges de l'histoire antique. Dans les archives de l'Empire hittite, des archéologues découvrirent une tablette d'argile portant un message désespéré. Une reine d'Égypte, dont le titre était transcrit phonétiquement en Dakamunu, signifiant simplement « l'épouse du roi », écrivit au roi hittite Supuma-Iye. Elle lui annonça la mort de son époux. N'ayant pas de fils, elle le supplia de lui envoyer l'un de ses fils pour l'épouser et régner sur l'Égypte. Imaginez à quel point cette demande était audacieuse. Une reine égyptienne s'adressant à une puissance étrangère, au-delà de la vallée du Nil, pour lui demander de lui envoyer un prince afin qu'il accède au trône d'Égypte. Un tel événement était inédit. Supuma accepta et envoya son fils Zananza, mais celui-ci ne parvint jamais à destination. Il fut tué en chemin, et le plan s'effondra dans un bain de sang et de suspicion. Les érudits débattent encore de l'identité de la reine qui a écrit la lettre, mais la plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait d'Ankhesenamun. La chronologie concorde, et aucune autre veuve de cette époque ne semble correspondre. La lettre révèle la fragilité de la dynastie. S'il y avait eu un héritier égyptien incontestable, aucune reine n'aurait pris le risque d'inviter un étranger. Le simple fait qu'un prince hittite se soit approché des frontières de l'Égypte témoigne du désespoir de la situation. Finalement, le trône revint non pas à un fils royal, mais à un courtier de haut rang, puis à Horé, un général. C'est cette lignée que l'on retrouve dans les listes royales ultérieures. Mais la lutte chaotique qui l'a précédée illustre l'instabilité réelle de l'Égypte après le court règne de Toutankhamon. Et cette instabilité alimente une question plus vaste. Qui étaient exactement les parents de Toutankhamon? Pourquoi la lignée royale était-elle si fragile? La réponse n'est pas facile à déchiffrer sur un mur ou une statue, car ces monuments ont été littéralement profanés. Après Amarna, des souverains comme Hormby voulurent effacer tout cet épisode. Ils réutilisèrent des blocs des temples d'Akhenaton pour la construction de nouveaux édifices. Ils effacèrent les noms, réécrivirent les inscriptions, écrivirent les inscriptions et se présentèrent comme les héritiers légitimes d'Amenhotep II, passant sous silence le pharaon hérétique et sa lignée. Il en résulte une histoire lacunaire et remaniée. Akhenaton était-il le corps mystérieux retrouvé dans le KV 55? La mère de Toutankhamon était-elle l'une des sœurs d'Akhenaton? Ou sa célèbre épouse Néfertiti? Avec tant de noms effacés au fil du temps, la question est devenue presque insoluble. Pendant des décennies, les érudits n'ont pu que spéculer et débattre sans obtenir de réponse définitive. Puis, survint une avancée majeure. Au début des années 2000, le Conseil suprême des antiquités égyptiennes lança le projet des momies égyptiennes, un plan ambitieux visant à utiliser la génétique moderne pour résoudre cette énigme.
L'objectif n'était pas seulement de satisfaire la curiosité, mais de reconstituer la famille royale de la fin du XVIIIe siècle afin d'établir des liens scientifiques précis entre parents, enfants et frères et sœurs. Il ne s'agissait pas d'un travail d'amateur. Le projet a appliqué des règles strictes pour éviter toute contamination. Les échantillons ont été prélevés uniquement sur des os solides ou des tissus bien conservés, dont les surfaces avaient été nettoyées chimiquement et à la lumière ultraviolette. Des outils neufs ont été utilisés pour chaque échantillon. Le personnel portait des masques et des gants et leurs profils ADN ont été enregistrés afin de détecter toute contamination. Chaque site de test a été documenté et photographié. Les scanners des momies ont guidé les prélèvements et apporté des informations médicales complémentaires. L'équipe n'a pas testé n'importe qui. Elle s'est concentrée sur 16 individus présentant les meilleures chances d'éclaircir la famille de Toutankhamon. Il s'agissait de Toutain lui-même, provenant du tombeau Kai 62, de l'homme controversé du Kavi 55, de la femme âgée et de la jeune femme du Kavi 35, d'Amenhotep III et de sa reine Ta, ainsi que des parents de Tyr, Yuya et Tuya, remarquablement bien conservés. L'étude a également inclus les 2 fœtus du tombeau de Toutankhamon, les 2 femmes de la grotte Vingtétun, potentiellement liées à la nurserie royale, et d'autres individus susceptibles d'ancrer l'arbre généalogique. Les marqueurs ADN choisis étaient des séquences répétées en tandem courtes, STR, de petits fragments d'ADN répétitifs qui confèrent à chaque individu son empreinte génétique unique. L'équipe a testé à la fois les marqueurs autosomiques, hérités des 2 parents, et les marqueurs du chromosome X, transmis par la lignée paternelle. Chaque résultat a été reproduit et vérifié dans un second laboratoire. Des contrôles négatifs ont été effectués en permanence pour s'assurer de l'absence d'ADN moderne. Les personnes concernées ont été sélectionnées, les échantillons sécurisés et les protocoles rigoureusement appliqués. Ce qui suivit n'était pas une simple spéculation, mais le verdict brut de la génétique. Le secret de famille enfoui dans l'ADN de Toutankhamon. Les tests AD ont enfin mis fin à un siècle de controverses et de conjectures. Un laboratoire a été installé au sein du musée égyptien et un autre, indépendant, a travaillé à l'Université du Caire. De ces efforts est né un arbre généalogique sur 5 générations, établi scientifiquement et non par intuition. La conclusion fut aussi claire que stupéfiante. Le corps masculin du tombeau Kai 55 s'est avéré être celui du père de Toutankhamon. La jeune femme du tombeau Kviv 35 s'est avérée être sa mère. Et le plus surprenant, c'est que ces 2 personnes n'étaient pas un simple couple. Elles étaient frères et sœurs, tous 2 enfants d'Amenhotep III et de la reine Tai. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut connaître les personnes impliquées. KV55 est une petite sépulture énigmatique découverte en 1907. Le sarcophage fut profané dans l'Antiquité, les noms littéralement effacés, ce qui a alimenté les débats entre égyptologues pendant des générations quant à l'identité de son inhumation. Les analyses ADN de 2010 ont établi un lien direct entre l'individu KV55 et Amenhotep III en tant que fils et Toutankhamon en tant que père. Les possibilités se limitent donc à 2 princes, Akhenaton ou Smekakari, tous 2 appartenant au même cercle familial. Certains experts estiment que les ossements appartiennent à un homme d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années et privilégient l'hypothèse d'Akhenaton. D'autres pensent qu'il était le plus jeune et penchant pour Smenk. Mais génétiquement, quel que soit le nom retenu, il était bien le père de Toutankhamon et le fils de Tai. Passons maintenant à la mère. La jeune femme est une momie découverte dans la tombe KV35 en 1898 par Victor Loret. Elle reposait près de sa propre mère, la reine Tai. L'équipe d'analyse ADN l'a identifiée comme une autre fille d'Amenhotep III de Tai et, surtout, comme la mère de Toutankhamon. Cela a permis de confirmer la filiation. Ses parents étaient frères et sœurs. Le logiciel d'analyse génétique utilisé par l'équipe a fourni des probabilités exceptionnelles, quasiment une suite de 9. Autrement dit, une certitude quasi parfaite pour l'ADN ancien. Mais tout le monde n'était pas convaincu d'emblée.
L'ADN ancien s'est réputé pour sa fragilité, et l'Égypte c'est l'un des environnements les plus hostiles au monde. La chaleur, l'humidité et les résines d'embaumement agissent de concert pour détruire les brins génétiques. Les sceptiques craignaient que les résultats de l'équipe ne soient qu'une contamination. Les scientifiques avaient anticipé cette difficulté et avaient donc mis en place des mesures de sécurité dès le départ. Ils ont mené les travaux dans 2 laboratoires distincts, analysé l'ADN de chaque participant et répété les tests à plusieurs reprises. Plus tard, en 2017, de nouvelles recherches ont confirmé leurs observations précédentes. De l'ADN ancien authentique peut effectivement survivre dans les momies égyptiennes s'il est manipulé avec précaution. Cette preuve supplémentaire n'a fait que renforcer la conviction que les résultats publiés en 2010 étaient authentiques. Et cela nous ramène à Toutankhamon lui-même. C'est ainsi que l'histoire boucle la boucle et nous ramène au corps que nous connaissons si bien grâce à sa tombe. Les mariages entre proches parents augmentant le risque de maladies récessives, des affections qui ne se manifestent que lorsque les 2 parents sont porteurs du même gène caché. Un documentaire de la BBC Avenir apporte des preuves qu'il était issu d'une relation incestueuse. L'équipe de recherche n'a pas établi de diagnostic précis pour Toutankhamon. Au lieu de cela, ils ont assemblé les pièces déjà présentes sur la table. Son squelette présentait des problèmes osseux et des déformations des pieds. Son tombeau contenait un nombre inhabituel de cannes, non seulement des accessoires cérémoniels, mais aussi plusieurs usés par un usage réel. À l'intérieur du tombeau, Howard Carter a découvert 6 chars. De plus, des tests ADN ont révélé des traces de parasites du paludisme, la forme la plus mortelle chez Toutankhamon et certains de ses proches. Les chercheurs pensent que le roi Toutankhamon est mort du paludisme à l'âge de 19 ans et a vécu toute sa vie avec une maladie contagieuse. En résumé, c'était un jeune homme aux jambes fragiles, dépendant fortement de ses cannes et atteint d'une infection dangereuse qui se propageait dans tout son corps. La consanguinité ne cause pas le paludisme, bien sûr, mais elle peut affaiblir l'organisme, le rendre moins apte à combattre les maladies et plus sujet aux problèmes structurels. Ajoutez à cela une blessure grave ou une infection. Et voilà qu'un jeune roi se retrouve à mener des combats internes qu'il ne peut gagner. Merci d'avoir regardé. Maintenant, découvrez d'autres histoires incroyables dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.